Un train de marchandises file à vive allure. Get on the phone. Tell them we got a runaway train. 7551 to West Colton. Il dévale une montagne et il est impossible de freiner. Mayday, mayday! We're doing 90 miles an hour. 9-0! Des milliers de tonnes de métal et de marchandises foncent vers une petite ville. We're gonna die on that curve. Une erreur anodine met la vie de l'équipe de train en danger et celle des citoyens de la ville. We are in an emergency. Le 12 mai 1989, tôt le matin, un train de marchandises patiente sur une voie d'évitement dans le désert et se dirigera bientôt vers les montagnes de San Gabriel en Californie. Frank Holland est le conducteur de locomotive du train de marchandises 7551 East de Southern Pacific. Comme conducteur, je dois conduire la locomotive, suivre les consignes à la lettre concernant la vitesse, ralentir lorsque c'est nécessaire et me rendre à destination en toute sécurité. Son travail a commencé la veille à la cour de triage de Mojave. Certains des trains de marchandises de Southern Pacific sont assemblés ici. Les locomotives et les wagons y sont regroupés avant de traverser les États-Unis. Frank Holland récupère les documents nécessaires pour son voyage. Hey, Frank. Il a obtenu son poste de conducteur de locomotive 3 ans plus tôt. Okay, clearance form, train orders, train list, and tonnage profile. Selon les documents, le train comprend 69 wagons de 54 000 kilos chacun. Ils sont tous remplis de trona, un composé chimique non toxique que l'on retrouve dans les engrais. On utilise ces données pour calculer la vitesse maximale nécessaire pour descendre les pentes. Thanks. Have a good one. Selon les documents, les wagons contiennent plus de 3 500 000 kilos de marchandises, l'équivalent de plus de 10 gros porteurs. Le train se dirigera ultimement vers l'Amérique du Sud, mais aujourd'hui, Frank Holland le conduira jusqu'au complexe ferroviaire de West Colton, près de Los Angeles. Pour ce faire, il doit traverser les montagnes de San Gabriel et le col de Cajon. Il devra ralentir en redescendant la montagne. Hey guys, we're going down to West Colton. We got 69 cars filled with trona. Everett Crown est le chef de train. Il sera assis dans la locomotive de tête pour seconder Frank Holland. Alan Rice est le serre-frein et s'installera dans la 3e locomotive. L'équipe cumule près de 15 ans d'expérience chez Southern Pacific. Frank Holland demande de l'aide pour s'assurer que le train soit suffisamment puissant pour franchir les montagnes. Le régulateur de Southern Pacific lui envoie donc 2 locomotives de renfort. Lawrence Hill en est le conducteur. Robert Waterbury, le serre-frein, l'accompagne. Les 2 hommes connaissent ce bout de chemin de fer, mais n'y travaillent pas habituellement. De plus, ils ignorent le contenu des wagons et ne demandent aucun renseignement à ce sujet. Le train 7551 East a 4 locomotives à l'avant et 2 à l'arrière. Tout est en place et le train est prêt à partir. Helper calling head end. Head end. Coupled and ready to go. Roger that.
Le train 7551 East accélère doucement. Il atteindra le sommet du col de Cajon, à 1100 mètres de hauteur, dans 1 heure et demie. Helper to head end. Head in. We've cleared the siding. Thank you. De l'autre côté des montagnes, la petite ville de San Bernardino s'éveille. Le quartier de Moscoï se situe au nord-ouest de la ville. On y trouve des maisons de plein pied, peuplées de jeunes familles. Christopher Shaw vient de se lever. Après une dispute avec sa petite amie, il a passé la nuit chez sa mère au 2326 rue Duffy. De l'autre côté de la rue, 3 des 4 enfants de Ruth Green sont partis à l'école. Sa fille aînée, Lavon, reste à la maison. J'étais à la maison avec ma fille. C'était un matin comme les autres. On venait de prendre le petit déjeuner et on rangeait la vaisselle. La voie ferrée incommode les résidents. Les trains roulent à vive allure sur un remblai de 6 mètres de haut. Certaines des maisons de la rue Duffy sont à quelques mètres des rails. Lorsqu'on a acheté la maison, l'agent immobilier a tenté de nous vendre une maison tout près de la voie ferrée. Mais mon mari a refusé. Vers 7 heures, le train 7551 East atteint le col de Cajon, le point le plus élevé de son trajet. Le train est maintenant prêt à dévaler la montagne. La section de voie ferrée qui se trouve au cœur du col de Cajon est d'une grande importance, car elle relie la ville de Los Angeles au reste du monde. Il s'agit d'une des 3 seules façons de traverser les montagnes. Le col de Cajon est un chemin difficile à traverser pour les chefs de train et les conducteurs. C'est la voie ferrée la plus exigeante aux États-Unis. Plusieurs trains y passent chaque jour. Tous les employés ferroviaires doivent être aux aguets et parés à toute éventualité. Grâce aux chefs de train et aux conducteurs, le train est à l'heure. Il s'apprête à entamer la partie la plus difficile du parcours, ralentir avant de dévaler la montagne. À cet endroit, l'angle de la voie ferrée est de 2,2%. C'est très à pic. Pour un train, c'est l'équivalent de sauter du haut d'une falaise. Le train 7551 East descend la montagne. Les hommes croient que tout se déroule comme prévu, mais sans le savoir, ils ont déjà perdu la maîtrise de leur train. Lorsque le train se met à descendre, Frank Holland actionne les freins rhéostatiques qui ralentissent les 6 locomotives, réduisant ainsi la vitesse du train en entier. Il doit traverser le col de Cajon à 48 km à l'heure. Il appelle Lawrence Hill, le conducteur de la locomotive arrière, pour s'assurer qu'il roule à la bonne vitesse. Call in the helper. This is the helper. You got all your dynamics? Yeah, I'm in full. Roger that. Au cours de la première étape de la descente, la voie ferrée tourne 56 fois. La friction causée par chaque virage ralentit le mastodonte. Malgré les virages, Frank Holland doit actionner les freins à air. Ceux-ci appliquent une pression sur les roues de chacun des wagons. Le train roule à 40 km à l'heure. Le conducteur veut maintenir cette vitesse.
Après avoir effectué tous les virages, Everett Crown, le chef de train, constate que le train accélère. Frank, we're at 30. Should be at 25. À ce moment, le train accélérait un peu, mais ce n'était pas si grave. We still had a long way to go. It's creeping. Frank Holland, perplexe, freine de nouveau à l'aide des freins à air, mais le train continue d'accélérer. Le train a atteint 64 km à l'heure. J'étais de plus en plus inquiet. Et le train accélérait encore. Lorsque le train atteint 72 km à l'heure, Frank Holland serre les freins à air au maximum. En vain. Au pied de la montagne, la voie ferrée contourne la ville de San Bernardino. Frank Holland sait qu'il ne doit pas effectuer le virage à plus de 64 km à l'heure. La ville est encore loin, mais le train roule déjà trop vite. Le mari de Ruth Green est au travail et 3 de ses enfants sont à l'école. De l'autre côté de la rue, Chris Shaw se prépare à prendre sa douche. Frank Holland sait que si le train déraille, il risque de défoncer plusieurs maisons. J'ai parcouru ce chemin plusieurs fois. Je savais qu'on allait rater le virage. Le train dégage une épaisse fumée et continue d'accélérer. 60! 70! 80! L'aiguille s'est arrêtée à 145 km/h. Mais Frank Holland sait que le train accélère encore. Sur le coup, j'ai songé que l'on me congédierait. C'est la première idée qui m'est venue en tête. Je me demandais quelle erreur j'avais pu commettre pour me retrouver dans ce pétrin. 7551 to West Colton. 7551 to West Colton. West Colton, go ahead. We have a slight problem. À la queue du train, le conducteur Lawrence Hill écoute l'échange radio. I don't know if we can get this train stopped. Il souhaite communiquer au plus vite la gravité de la situation au régulateur. Mayday, mayday! We're doing 90 miles an hour. 9-0. Out of control. Won't be able to stop till we hit Colton. Mais le régulateur n'y peut rien. Le train roule à plus de 160 km à l'heure. Il atteindra San Bernardino dans quelques secondes. Un grondement étrange interrompt la quiétude des résidents. La maison s'est mise à vibrer. Elle tremblait si fort que je suis encore surprise que les fenêtres n'aient pas éclaté. Les secousses augmentaient. Je savais que le train approchait. Avant le virage, je me suis tourné vers Everett et je lui ai dit... We're gonna die on that curve! Il avait l'air terrifié. Il me regardait comme s'il ne comprenait pas ce qui se passait. Mon expression était sûrement la même. Je me suis préparé pour l'impact et je lui ai dit de bien se tenir. Je ne croyais pas survivre.
Colton. AGYM Saugus dispatcher, please come in. We're on the ground here between Dyke and Stover. Mayday! Mayday! Lawrence Hill tente désespérément d'appeler le régulateur de Southern Pacific. Puisqu'il était dans la locomotive de renfort à l'arrière du train, il a été épargné, mais il craint pour la vie de ses collègues. SP7551, anybody please come in! Quelqu'un répond enfin plus d'une minute plus tard. Saugus dispatcher, 7551 East, over. Saugus dispatcher, we are all over the ground here. I haven't heard anything from the head end. They may need some assistance. We went on the ground. Miraculeusement, Frank Holland survit. Il s'évade tant bien que mal de la locomotive, la première voiture à avoir quitté la voie ferrée. Everett, where's Everett? We gotta get him. He's still inside. Let's get you down first. Des témoins de la catastrophe l'éloignent du train. Ils m'ont emmené m'asseoir tout près. C'était incroyable. L'impact avait détruit les locomotives et écrasé les wagons. Il y avait des débris partout. Quelle destruction. J'avais peine à y croire. Je me suis dit, bon sang, tout ça est ma faute. Frank Holland souffre de fractures aux côtes et d'une perforation du poumon. Everett Crown, son collègue, est décédé, ainsi que Alan Rice, le serre-frein, assis dans la troisième locomotive. Les images de la scène témoignent de l'ampleur de la catastrophe. L'impact a détruit 7 maisons et le train est une perte totale. La poussière est retombée. On pouvait voir les wagons empilés les uns sur les autres. Certaines maisons avaient disparu. On ne voyait qu'une masse de débris métalliques tout tordus. Les wagons renversés jonchaient le sol. On tentait de comprendre ce qui se passait. Alan Simpson est chef de bataillon pour le service d'incendie de San Bernardino. Une femme nous a dit que son fils était coincé sous les décombres d'une maison. La demeure était complètement détruite, au point où il était difficile d'affirmer qu'il s'agissait bel et bien d'une maison. Les gens criaient qu'il y avait quelqu'un sous les décombres. J'ai su par la suite que Chris Shaw habitait là. La maison était complètement détruite. Il y avait tellement de débris que l'on croyait qu'il était impossible de trouver des survivants. Les décombres cachent aussi un problème explosif dont les gens ignorent l'existence. 2 mètres sous terre, un pipeline longe la voie ferrée. Il achemine du carburant jusqu'au sommet de la montagne. S'il est endommagé, une seule étincelle pourrait causer une déflagration gigantesque. Avant cet incident, on ignorait qu'un pipeline se trouvait si près de nos maisons. On se prépare toujours pour ce genre de situation. Un pipeline de 36 cm de diamètre rempli de carburant sous pression peut exploser en moins de 2. Le pipeline appartient à la compagnie Calnev Pipeline. Elle pompe immédiatement des centaines de barils de carburant pour réduire les risques d'une explosion. Mais une quantité importante de carburant demeure dans le pipeline. Les soupapes de sûreté automatiques qui servent à isoler chaque section du pipeline restent ouvertes. Il est impossible de vider la section sous les lieux du déraillement. 3 heures après l'accident, les secouristes retrouvent la dépouille d'un jeune enfant. Il s'agit du 2e petit garçon décédé sur les lieux. On a retrouvé 2 enfants dans la même maison. Suite à cela, on craignait qu'il n'y ait pas de survivants. Mais dans une telle situation, il ne faut jamais perdre espoir. Mais la pression se fait sentir.
Les secouristes tentent toujours de retrouver Chris Shaw, ce qui retarde le nettoyage des lieux. On attend la fin des recherches pour retirer les wagons afin que Calnev puisse vérifier l'état du pipeline. Tous les résidents retiennent leur souffle. Chris Shaw a-t-il pu survivre à une telle catastrophe? Le train 7551 East de Southern Pacific a déraillé à San Bernardino, en Californie. 4 personnes ont perdu la vie. On a évacué un quartier résidentiel car on ignore l'état d'un pipeline enfoui sous les lieux de l'accident. Chris Shaw se trouvait dans l'une des maisons détruites par le train. 12 heures plus tard, il manque encore à l'appel. George Avery, pompier depuis moins d'1 an, entame son quart de travail. On nous a demandé de prendre la relève des secouristes. On tenait pour acquis que l'on cherchait une dépouille et non un survivant. Chris Shaw est le dernier résident du quartier qui manque à l'appel. Les secouristes demandent à sa mère de dessiner une carte de la maison. Elle leur dit que son fils était dans la salle de bain au moment de l'accident. Les secouristes concentrent leurs recherches à cet endroit bien précis. On m'a dit où chercher. J'ai passé plus d'1 heure à retirer des débris. J'ai l'impression que tout cela a duré une éternité. Puis tout à coup, j'ai aperçu un trou parmi les débris. George Avery tend la main et sent quelque chose saisir son manteau. J'ai retiré mon bras croyant que mon manteau était coincé par un clou. Puis j'ai aperçu une main qui me faisait signe. I found him! I found him! Help! Somebody help me! Il faudra plus de 4 heures pour libérer Chris Shaw des décombres. Les débris du train l'ont protégé en créant un espace lui permettant de respirer et en empêchant les débris de métal de l'écraser. Nous étions très surpris qu'il ait survécu aussi longtemps. Il est resté sous les décombres pendant toute une journée. C'est incroyable. Sa survie est miraculeuse. Toutes les victimes de l'accident ont été retrouvées. Le déraillement du train 7551 East a fait 4 morts et 4 blessés et anéanti 7 maisons. Malgré le sauvetage de Chris Shaw, les problèmes de ce quartier de San Bernardino ne font que commencer. Si le pipeline de Calnev est endommagé, il risque d'exploser, de détruire d'autres maisons et de faire d'autres victimes. Le quartier est menacé et les enquêteurs doivent trouver la cause du déraillement. William Pugh et Russell Quimby travaillent pour le Conseil national de la sécurité des transports. Notre équipe est arrivée très tard sur les lieux et il faisait noir. On se croyait dans l'enfer de Dante. Il y avait énormément de débris et les pièces comme celles des freins étaient encore brûlantes 12 heures après la catastrophe. Les roues étaient si chaudes qu'elles s'étaient dilatées autour des essieux. La friction entre les roues, les freins et les rails était telle que les roues se sont liquéfiées pendant que le train dévalait la montagne. Les enquêteurs savent que les freins n'ont pu ralentir le train, mais ils doivent en découvrir la raison. Le lendemain, on amorce l'opération de nettoyage. Southern Pacific doit retirer les débris pour permettre aux enquêteurs d'effectuer leur boulot et aux employés de Calnev d'inspecter le pipeline. En fin de journée, on a retiré la plupart des débris, mais des centaines de tonnes de trona, dont les wagons étaient remplis, recouvrent encore le sol. Les employés de Calnev se servent de pelles pour retirer le trona. C'est la façon la plus rapide d'inspecter le pipeline tout en évitant l'usage de machinerie lourde.
Ils ont creusé le sol près du pipeline à 5 ou 6 endroits différents. Les employés étaient confiants que le pipeline était intact et qu'aucun débris ne l'avait touché. Le carburant est sous pression. Si le pipeline est endommagé, il y a risque d'une fuite et d'une explosion gigantesque. Mais les employés de Calnev ne constatent aucun dommage. Puisque le pipeline est enfoui profondément, le déraillement n'a pas causé de dégâts. Le pipeline achemine du carburant jusqu'à Las Vegas, plus de 300 km au nord-est. Il approvisionne des installations civiles et militaires dans le désert. Calnev doit rétablir le service le plus rapidement possible. Plusieurs des résidents croyaient qu'il était trop tôt. Mais puisque leur voiture valait plus que nos petites maisons de la rue Duffy, ils voulaient rétablir le service le plus vite possible. 4 jours après le déraillement, Calnev rétablit le service. Les employés surveillent toute chute de pression qui signalerait une fuite de carburant. Mais la pression reste stable. Le jour même, Southern Pacific effectue les dernières réparations sur la voie ferrée. Les trains passent de nouveau devant la ville de San Bernardino. L'opération de nettoyage n'est toujours pas terminée. Le trona que transportait le train 7551 jonche encore le sol. On le ramasse à l'aide de machinerie lourde. Puisque ces machines peuvent endommager le pipeline, des piquets délimitent son emplacement. Un soir, j'ai dit à mon mari que je sentais une odeur d'essence. Mais on nous avait assuré que le pipeline est en bon état et qu'il n'y avait aucune fuite. Je suis resté sur les lieux jusqu'à ce qu'on ait terminé l'opération de nettoyage et qu'on ait délimité les lieux par une clôture. Tout se déroulait comme prévu. Nous voici tôt, le matin du 25 mai, 2 semaines après le déraillement du train de Southern Pacific dans la ville de San Bernardino. On a rapidement complété l'opération de nettoyage. Les trains longent de nouveau la ville depuis plus d'une semaine et le pipeline de Calnev achemine de nouveau son carburant. Soudain, malgré le ciel ensoleillé, la pluie s'abat sur ce quartier paisible. De grandes étendues du quartier sont trempées par cette averse particulière. Ruth Green est à la maison lorsque... Pour une deuxième fois en un mois, elle doit regarder la mort en face. J'ai regardé par la fenêtre. Il y avait des flammes partout. Je ne voyais que ça. La maison en était encerclée. Les voisins me disaient de courir. Je me suis enfuie à toute vitesse. Le service d'incendie doit de nouveau se rendre en catastrophe sur la rue Duffy. Dès que nous avons quitté la caserne, je connaissais déjà la cause de l'incendie. Il y avait un énorme nuage de fumée et de flammes. Je savais que le pipeline avait explosé. Les flammes et la fumée atteignent une hauteur de plus de 300 mètres. À notre arrivée, il faisait si chaud que les feux de direction ainsi que les feux rouges du camion ont fondu. Les pompiers ne sont pas les seuls à retourner sur les lieux. On m'a convoqué au bureau du président du NTSB. J'ai appris que le pipeline avait explosé et que mon équipe devait s'y rendre immédiatement. Le quartier était devenu une véritable zone sinistrée. Les dégâts étaient considérables et plusieurs des maisons avaient été réduites en cendres.
Une fois de plus, Calnev, le propriétaire du pipeline, est incapable de fermer les soupapes de sûreté. Près de 2 millions de litres de carburant brûlent pendant plus de 7 heures. L'incendie fait 2 morts et 3 blessés. 11 maisons sont complètement détruites. La catastrophe ébranle les résidents de San Bernardino. On n'a retrouvé que les chaussures d'une des victimes. C'était une image extrêmement troublante. Après l'incendie, j'ai décidé de déménager. Il n'était pas question que je retourne là-bas. J'avais trop peur. Les résidents apprendront sous peu qu'une simple erreur est à l'origine de ces 2 catastrophes horrifiantes. Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports analysent les 2 événements. Pour trouver les causes du déraillement, ils examinent les boîtes noires de 3 des locomotives. La boîte noire enregistre la distance, la vitesse, la position des gaz et la pression des freins à air. On a constaté que le train roulait à une vitesse excessive. Selon les boîtes noires, le train roulait à 177 km/h avant de dérailler. La limite de vitesse du virage était d'un peu plus de 60 km/h. Les freins n'ont jamais pu ralentir le train. Pourquoi le train roulait-il si vite? Les accidents sont habituellement causés par une série d'événements. Si l'un de ces événements ne s'était pas produit, on aurait pu éviter la catastrophe. Comme la plupart des trains de marchandises, le train 7551 a 2 systèmes de freinage, des freins rhéostatiques et des freins à air. Ces derniers poussent un sabot contre les roues de chacun des wagons. Plus on applique de pression, plus le train ralentit. Les enquêteurs constatent que les freins à air fonctionnaient convenablement lorsque le train a amorcé sa descente. Frank Holland a freiné pour ralentir le train, mais la chaleur engendrée par les freins était si intense qu'ils ont fondu. Au moment du déraillement, les freins ne fonctionnaient donc plus. Les enquêteurs analysent ensuite les freins rhéostatiques. Ceux-ci agissent sur les locomotives en créant un champ magnétique qui ralentit chacun des 6 essieux de la voiture. Le train comportait 4 locomotives à l'avant et 2 à l'arrière. Avant d'entamer son voyage, Frank Holland savait que la 2e locomotive ne fonctionnait pas du tout et que les freins rhéostatiques de la 4e locomotive fonctionnaient de façon intermittente. Mais ceci n'affectait en rien la fiabilité du train. On croyait que les autres locomotives à l'avant ainsi que les 2 locomotives de renfort suffiraient pour descendre la montagne à 48 km/h en toute sécurité. Frank Holland maîtrise encore le train au moment d'entamer la descente. Avec les freins à sa disposition, il devrait maintenir sa vitesse, mais il en est incapable. Frank, we're at 30. It should be at 25. It's creeping. En analysant les données de la boîte noire, les enquêteurs du Conseil national de sécurité des transports font une découverte étonnante. Les freins de la 3e locomotive ne fonctionnaient plus lorsque le train s'est mis à accélérer. Pourtant, Holland avait confirmé leur fiabilité en communiquant avec Rice, le serre-frein. Alan, Yeah, what are your dynamics like? they're revving. Mais les boîtes noires indiquent que même si les freins émettaient leur bruit habituel, ils ne fonctionnaient pas du tout. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Coupled and ready to go. Les freins de l'une des 2 locomotives de renfort ne fonctionnaient pas. Lawrence Hill le savait, mais n'en avait jamais avisé Frank Holland.
Il n'a jamais avisé Frank Holland que les freins de l'une de ses locomotives ne fonctionnaient pas, car il a tenu pour acquis que le régulateur le ferait. Calling the helper. This is the helper. You got all your dynamics? Yeah, I'm in full. Donc, lorsque Frank Holland a demandé à Lawrence Hill si ses freins rhéostatiques fonctionnaient, ce dernier a répondu oui en faisant référence à une seule locomotive. Il s'agit d'une découverte surprenante. Frank Holland croyait à tort que sa force de freinage était suffisante. Mais l'enquêteur William Pugh demeure perplexe. Le train 7551 transportait plus de 3 500 000 kilos de marchandises. Malgré les locomotives défectueuses, Frank Holland aurait dû maintenir sa vitesse en descendant la montagne. Pour élucider ce mystère, les enquêteurs analysent les événements des jours précédant l'accident. Le train 7551 transportait la marchandise de la compagnie Lake Minerals. 5 jours avant le départ, le chef de service de Lake Minerals livre les documents nécessaires à Thomas Blair, un employé de Southern Pacific. Ces documents énumèrent le contenu de la cargaison ainsi que son poids. Thanks. Mais dans ce cas-ci, le poids de la cargaison n'est pas indiqué. Lake Minerals croit que les wagons sont remplis au maximum, pesant donc 90 000 kilos chacun. Hey! Hey! Puisque la compagnie tient pour acquis que les wagons sont chargés au maximum, personne n'a cru bon d'inscrire le poids de la marchandise sur les documents. Mais Thomas Blair sait qu'il doit indiquer le poids de la marchandise, sinon le train ne pourra pas quitter la cour de triage. Il travaille chez Southern Pacific depuis 17 ans. Des milliers de trains de marchandises passent par sa cour de triage. Il estime donc que chaque wagon contient 54 000 kilos de trona. Malheureusement, il commet une grave erreur de calcul. Chaque wagon contient en effet 36 000 kilos de plus que son estimation. Les 69 wagons pèsent donc 6 210 000 kilos, près de 3 millions de kilos de plus que prévu. Personne n'a constaté l'erreur. Train orders, train list, and tonnage profile. Le conducteur de locomotive croyait transporter environ 3 500 000 kilos de marchandises. Il a effectué tous ses calculs basés sur ces données qui étaient fausses. Ça représentait à peine 2/3 du poids réel. On n'avait aucune chance. Le train 7551 n'avait aucune chance de descendre la montagne et Frank Holland n'en savait rien. Même avec toutes ces locomotives en parfait état, il aurait éprouvé énormément de difficultés à descendre la montagne puisque sa cargaison était beaucoup plus lourde que prévu. Sans frein, il lui était impossible de ralentir. Le déraillement à San Bernardino était donc inévitable. On aurait pu éviter le déraillement en effectuant les bons calculs, mais les enquêteurs constateront que l'explosion subséquente du pipeline aurait également pu être évitée. Deux catastrophes consécutives ont frappé un quartier de la ville de San Bernardino en mai 1989. Un déraillement de train et une explosion d'un pipeline ont fait 6 morts et détruit plus d'une dizaine de maisons. Les enquêteurs passent les cendres au peigne fin pour découvrir le lien entre les deux incidents. Le pipeline était enfoui à 2 mètres de profondeur. Dans les jours suivant le déraillement, les employés de Calneve l'ont inspecté minutieusement et n'ont décelé aucune anomalie. Le déraillement ne semblait pas avoir endommagé le pipeline. Lors de la remise en service, aucune chute de pression ne s'est produite, ce qui aurait indiqué que quelque chose n'allait pas. Calneve a ajusté la pression du pipeline à 11 000 kPa et n'a détecté aucune anomalie le long du pipeline.
Puisque le déraillement n'a pas endommagé le pipeline, l'enquête se poursuit. À la recherche d'indices, les enquêteurs analysent le pipeline. Malgré l'incendie de plusieurs heures, la section du pipeline qui a explosé est encore intacte. L'explosion du pipeline a causé une faille de la forme d'une gueule de poisson d'environ 10 cm de largeur et de 75 cm de longueur. Comme des enquêteurs judiciaires, ils recherchent un indice qui leur permettra de comprendre pourquoi le pipeline a explosé. Près du point de rupture, ils découvrent des traces de coups et des gougures profondes comme des blessures sur une victime de meurtre. Si les enquêteurs trouvent la cause de ces blessures, ils découvriront la cause de l'explosion. Les gougures contenaient des dépôts d'acier trempé. Ces gougures avaient été causées par un objet d'acier trempé muni de dents. Il existe plusieurs suspects. Les chariots élévateurs frontaux et la pelle rétrocaveuse utilisée lors de l'opération de nettoyage ont tous des dents d'acier trempé. Mais Charlie Batten ne peut nommer le coupable avec certitude. Le Conseil national de la sécurité des transports a conclu que le pipeline a été endommagé lorsqu'on a retiré les wagons ou lorsqu'on a ramassé le trona. Deux erreurs, l'une commise avant le déraillement et l'autre commise dans les jours suivant la catastrophe, ont engendré deux désastres majeurs qui ont ravagé un quartier de San Bernardino et causé la mort de 6 personnes. Le rapport du NTSB absout Frank Holland de toute responsabilité, car il avait raison de croire qu'il pouvait traverser les montagnes en toute sécurité. Frank Holland conduit toujours des trains, mais il n'a jamais pu traverser les montagnes de San Gabriel. Je ne crois pas en être capable. Je crois que je revivrai la catastrophe chaque fois que je passerai par San Bernardino. Je refuse de le faire car ce serait beaucoup trop douloureux. La compagnie de pipeline Calnev a été tenue responsable de ne pas avoir vérifié le pipeline suite aux opérations de nettoyage. Elle a réglé toutes les poursuites contre elle à l'amiable. Avec le recul, je crois que Calnev serait d'accord qu'elle aurait dû faire une inspection plus rigoureuse. Cette compagnie a fait preuve de laxisme et pris une décision mal éclairée en autorisant la remise en service de son pipeline. Thomas Blair, qui a fait l'erreur en remplissant les formulaires, n'a jamais fait l'objet d'accusation. Mais suite à la catastrophe, Southern Pacific a modifié ses règlements en exigeant que l'on tienne pour acquis que tous les trains de marchandises sont remplis au maximum. Southern Pacific a aussi réglé plusieurs poursuites à l'amiable. La compagnie n'existe plus. Quelques années après l'accident, une autre entreprise en a pris possession. Les trains contournent encore San Bernardino, mais plusieurs des familles témoins des catastrophes ont quitté la ville. Les trains arrivaient encore du col de Cajon. On ne pouvait s'empêcher de songer à un autre déraillement. Cela pouvait se produire à nouveau. Aujourd'hui, aucune maison ne longe la voie ferrée. Il ne reste qu'un terrain vague. Le parc qui devait y naître n'a jamais vu le jour. Aucun monument ne commémore les victimes de cette tragédie, ni le jour où la catastrophe a frappé la rue Duffy.